On en vient à un vœu qui est présenté par Yann Brossa, qui concerne la question des centres d'hébergement d'urgence. Merci, Monsieur le maire. Ce vœu est effectivement relatif à la volonté du gouvernement de trier les personnes migrantes dans les centres d'hébergement d'urgence. Il y a en effet une circulaire le 12 décembre dernier du ministère de l'Intérieur demandant la création d'équipes mobiles pour contrôler les papiers des personnes hébergées. Or, si une telle disposition était mise en œuvre, c'est tout le fonctionnement de nos centres d'hébergement d'urgence qui serait remis en cause, puisque l'un des principes qui préside à leur fonctionnement, c'est l'inconditionnalité de l'accueil. Lorsque vous entrez dans un centre d'hébergement d'urgence, on ne vous demande pas vos papiers, on vous permet simplement, en tant que personne humaine, d'avoir un abri, d'avoir un toit sur la tête. C'est d'ailleurs ce qui a fait que bon nombre d'associations, je pense au Secours catholique, à Médecins sans frontières, à Emmaüs, à la Fondation Abbé Pierre, 20 associations en tout, ont protesté contre cette mesure et ont exprimé des positions extrêmement fortes sur ce sujet. Plus récemment encore, Jacques Toubon, défenseur des droits, a lui aussi demandé au gouvernement de revoir sa copie sur le sujet. J'ajoute un élément qui ajoute à nos inquiétudes, c'est que si un certain nombre de migrants se disent qu'ils seront contrôlés une fois en centre d'hébergement, le risque, c'est qu'ils n'aillent plus en centre d'hébergement et que du même coup, le nombre de campements de rue finisse par augmenter, ce qui serait une très mauvaise chose, notamment dans un arrondissement comme le nôtre. C'est la raison pour laquelle les élus du groupe communiste et Front de Gauche présentent ce vœu qui vise à demander au gouvernement de revoir sa copie sur le sujet et de réaffirmer l'inconditionnalité de l'accueil dans les centres d'hébergement. Merci à Yann Brossa. Vous aurez vu sur table distribuer une version amendée de ce vœu, qui est celle que je propose à votre vote, qui vise d'une part à retirer dans les considérants un certain nombre d'éléments qui, je crois, étaient inutiles, voire excessifs, et notamment les références au Front National. Non pas que j'ai un problème avec le Front National, mais en général, c'est pas en référence à ce que eux disent que je me forge une opinion, et notamment, c'est pas l'avis de ce parti politique sur les dispositions des uns proposées par les uns ou par les autres qui conduisent notre réflexion. Et puis, vous le verrez dans les attendus, on garde bien sûr le sens qui avait été celui que nous partageons du vœu déposé par le groupe communiste et Front de Gauche, mais on en a proposé un certain nombre de modifications. D'abord, pour ce qui concerne la circulaire du 12 décembre, pour que nous maintenions un certain nombre de propositions qui sont positives dans cette circulaire. Et donc vous aurez, parce que dans la circulaire dite circulaire Collomb, il y a des éléments avec lesquels nous sommes en profond désaccord. Ce sont les éléments qui, d'une certaine façon, portent atteinte à l'éthique du travail social, à la réalité de la nécessité de la protection du public vulnérable. Mais il y a d'autres éléments qui visent à apporter, pour le coup, plus de garanties, et cela mérite d'être dit, parce qu'il faut être juste, le plus juste possible, en tout cas dans nos sentiments ou dans nos réflexions, et pour veiller à ce que l'exclusion de tel ou tel dispositif que nous considérons négatif de la circulaire n'en induise pas l'exclusion de tel ou tel élément qui nous semble pour le coup positif du même texte. Et puis nous avons, je fais la proposition que nous précisions un certain nombre de choses, et notamment la répartition sur le territoire des places d'hébergement, qui est le sujet d'un second vœu, mais qui mérite d'être rappelé aussi dans celui-là. Nous avons fait le choix dans le 18e de prendre courageusement, si je puis dire, notre part, mais il est important de redire qu'il ne peut pas y avoir de zone blanche de l'hébergement sur notre territoire. C'est l'objet du vœu suivant, mais je crois que ça mérite d'être rappelé dans celui-là. Voilà pourquoi je vous propose que nous adoptions cette version amendée un peu sur la forme, mais qui, je crois, permet à chacun d'être plus à l'aise, et amendée un tout petit peu aussi sur le fond pour préciser un certain nombre de choses. Moi, je veux redire quelle est la philosophie générale qui, à mon sens, doit guider cette question de l'accueil en France des réfugiés, avec un élément central. C'est qu'aucun travail, d'aucune sorte d'ailleurs, ni de nature sociale, mais ni même de nature administrative, ne peut être fait en maintenant ou en poussant des gens à être à la rue. Aucun travail ne sera fait à la rue. L'inconditionnalité de l'accueil, c'est un enjeu de morale, sans doute.
Et ça l'est, parce que ce sont les valeurs que nous partageons au sein, en tout cas, de l'arc républicain en France, mais c'est aussi un enjeu de mise en œuvre de nos politiques publiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et on peut juger, comme on veut juger, les décisions qui seront prises par ailleurs. Mais à la rue, il ne peut y avoir aucun travail. Et il y a d'ailleurs une contradiction à avancer, et je crois sur un certain nombre de points de façon positive, dans l'insertion des personnes réfugiées, à accélérer un certain nombre de démarches, et en même temps à pousser un certain nombre d'autres à rester à la rue. Et vous avez peut-être été frappé comme moi par certains moments de la visite de l'actuel président de la République à Calais, qui s'étonnait que les CAES qui ont été créés n'aient pas été pleins. Il indiquait d'ailleurs penser que c'était les associations qui poussaient les migrants à ne pas y aller. Mais nous l'avons vécu ici dans le 18e. Ça arrive bien sûr qu'un certain nombre, d'ailleurs pas tant d'associations, mais de passeurs, poussent les gens à rester à la rue. Et on l'a vu rue Pajol et rue Philippe de Girard. Pas les associations, un certain nombre de passeurs. Mais ils ne convainquent que très peu de monde. Et tous les autres, l'extrême majorité des autres, indépendamment du discours qui pouvait être porté par telle ou telle association un peu plus extrémiste, cherchaient les solutions d'hébergement, et les rapports numériques sont très forts. Des milliers cherchaient l'hébergement, une petite dizaine, un peu plus, restaient à la rue, accrochés par les passeurs. Et d'ailleurs, l'hébergement inconditionnel est la meilleure façon de rompre le lien entre les passeurs et les publics migrants. Mais s'il y a aussi peu de monde aujourd'hui dans les CES de Calais, alors qu'il y a beaucoup de monde dans les campements autour de Calais, c'est pas parce que des associations, peut-être y en a-t-il, pousseraient les uns ou les autres à n'y pas y aller, à ne pas y aller. C'est parce que les réfugiés, les migrants eux-mêmes s'inquiètent du sort qui pourrait leur être fait là-bas. Et ce qui est vrai à Calais, je crains que ce le soit aussi à Paris. Et moi, je ne souhaite pas, ni pour les personnes migrantes, ni pour les riverains de nos quartiers, que nous revivions ces périodes de grands campements. Et je constate que nous sommes sur le fil du rasoir, enfin plutôt du côté négatif pour le moment, pour ceux qui fréquentent aussi régulièrement que moi le nord de la rue des Poissonniers et la porte des Poissonniers et la porte de Clignancourt, vous voyez très bien à quoi je veux faire référence. Et c'est ça qu'il faut combattre. Tous. Il faut mettre tout le monde à l'abri. Ensuite, que l'État prenne ses décisions, ça le regarde et chacun peut avoir son avis de citoyen. Mais il ne fera rien tant que les gens seront à la rue. Et les gens ne sortiront pas de la rue s'il n'y a pas un minimum de confiance. Et ce minimum de confiance, il est porté par les associations. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard sur un autre vœu pour ce qui est des bruits à ce stade, mais que je crains réaliste d'implantation. S'il n'y a pas l'inconditionnalité, il y aura les campements. Et s'il y a les campements, il n'y aura évidemment pas d'intégration. Mais il n'y aura même pas de capacité à renvoyer, en réalité, pour ceux qui penseraient que c'est utile de renvoyer. Voilà pourquoi je crois que sous cette nouvelle version, le vœu est, à mon sens, équilibré. En tout cas, il correspond à ce que moi-même je porte depuis un certain temps. Et donc, si les élus du groupe communiste en étaient d'accord, je proposerais que nous soumettions cette deuxième version au vote, mais j'imagine que nous allons d'abord avoir un débat, et donc je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre, à commencer par M. Bournazel, Mme Méal, M. Briand, M. Lorenzini, et puis ensuite nous passerons au vote. Merci, Monsieur le maire. Bon, nous avons des débats réguliers sur ce sujet, évidemment. Ça fait plusieurs années. Je crois qu'il est toujours bon de réaffirmer les principes auxquels on croit. Je l'ai déjà dit, mais je vais le refaire parce que je crois que c'est important pour donner du sens au soutien que l'on peut apporter à telle ou telle politique publique. D'abord, c'est vrai que la question de la dignité, c'est une question essentielle. Des hommes, des femmes, des enfants sont livrés à eux-mêmes et il est normal de les accueillir avec dignité. Parce qu'il n'y a rien de pire que des hommes, des femmes et des enfants livrés à eux-mêmes dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai soutenu le projet aussi de la maire de Paris, il y a un peu plus d'un an,
d'un centre d'accueil humanitaire contre l'avis d'ailleurs de mon groupe politique et de mon parti de l'époque. Parce qu'il faut essayer de trouver des solutions. Et que la dignité, ça commence par pouvoir se poser, se reposer après des parcours chaotiques, de boire, de manger, d'avoir un accompagnement et de pouvoir se préparer à déposer un dossier, notamment de dossier de demande d'asile. Cette dignité vis-à-vis de ces personnes, c'est aussi la dignité que l'on doit aux riverains, qui doivent avoir la tranquillité car ils ont été dans nos quartiers du nord et de l'est de Paris en première ligne, dans des situations extrêmement difficiles, puisque se greffent souvent sur cette présence de migrants livrés eux-mêmes dans la rue d'autres problèmes. Parce qu'évidemment, il y a des passeurs ou des réseaux ou des mafias qui essayent de profiter de la situation de détresse. Et en première ligne, les riverains ont beaucoup souffert. Ils peuvent encore parfois souffrir. Et nous avons besoin d'être vigilants pour que cette dignité qui est offerte à ces personnes migrantes soit aussi la dignité offerte aux riverains pour assurer la tranquillité dans le quartier. Je l'ai dit, la fermeté vis-à-vis des réseaux de passeurs et des mafias, il faut accentuer les politiques publiques pour les empêcher de nuire parce que ce sont des personnes qui se font du fric sur la misère humaine. Nous pouvons avoir des sensibilités différentes. Nous pouvons vouloir mettre le curseur à des endroits différents sur le degré d'accueil sur l'asile. Ça fait partie du débat républicain. Je crois à l'état de droit, je crois que notre pays doit être fier de pouvoir faire bénéficier des hommes et des femmes qui fuient, par exemple, des conflits, la guerre, la mort, bien de leur faire bénéficier de l'asile. Et il faut absolument qu'ils puissent rentrer le plus vite possible dans le droit commun. Et donc il faut accélérer les procédures des droits d'asile. Et d'ailleurs, on avance bien. Et je crois qu'on peut encore mieux faire. Et plus tôt on donne une réponse, mieux c'est. Et il faudra se poser la question de l'intégration de ces personnes-là, parce qu'on est aussi faible sur la politique d'intégration, et là aussi on doit se reposer des questions de nos politiques publiques pour mieux intégrer ces personnes qui bénéficient du droit d'asile. L'accès à la langue, l'accès au travail, l'accès au logement, bref, ce sont des questions extrêmement importantes et décisives. Et cette politique d'intégration, cette politique d'adhésion, elle est aussi une priorité pour moi. J'ai d'ailleurs interrogé la semaine dernière à l'Assemblée nationale le ministre de l'Intérieur. Je l'ai interrogé sur les conditions de rétention. Aujourd'hui, les associations que nous rencontrons, la CIMAD, France Terre d'Asile, nous expliquent toutes qu'il y a c'est 12 jours, généralement la moyenne pour sortir du centre de rétention. Et le gouvernement souhaite allonger la durée possible de rétention. Et donc j'ai interrogé le ministre pour savoir pourquoi finalement on rallongeait la durée de rétention alors que les décisions étaient prises plutôt à court terme. Il m'a été répondu que c'était vrai pour 90% des cas, mais que pour une autre partie des cas, eh bien, il y avait une nécessité de prolonger cette rétention. Je lui ai dit que je restais assez dubitatif quand même, parce que je crois que la rétention, ce n'est pas le moment et le lieu le plus idéal pour y rester longtemps. Mais cette question-là, pardonnez-moi d'être long, je finirai là-dessus, c'est que quand l'état de droit, c'est ceux qui bénéficient du droit d'asile doivent être intégrés, et puis ceux qui n'en bénéficient pas et qui ne rentrent pas dans les critères doivent être reconduits dans leur pays d'origine. Mais ça doit nous interroger sur la politique de coopération et de développement que l'on mène aussi. Ça, c'est très important, la politique de coopération et de développement. Et là aussi, il y a quelques lacunes dans les politiques publiques, que ce soit à l'échelle de notre pays ou à l'échelle de l'Europe. Et je crois que collectivement, on doit se poser la question comment permettre à un certain nombre de pays de se développer par eux-mêmes sur l'accès à l'eau, sur l'accès à une alimentation de qualité durable, sur l'accès à la formation, sur l'accès à l'école. Ça, c'est quand même des sujets importants. Et tous ceux qui se désintéressent aujourd'hui de l'évolution de ces nations, de ces pays et de ces peuples, se désintéressent du sort de l'humanité en réalité, parce que nous vivons tous sur la même planète et nous avons tous un destin commun. Et donc la coopération et la politique de développement, c'est une politique, évidemment, qui doit nous intéresser au premier chef. Donc en conclusion, je dirais qu'à partir de ces principes-là, il faut qu'on puisse trouver des solutions,
que la première des solutions, c'est d'avoir des centres d'accueil, de nombre de places suffisantes, bien sûr l'État, bien sûr les collectivités, sur la route des migrants, et d'assumer cette politique d'accueil pour ces hommes, ces femmes et ces enfants, leur assurer cette dignité, leur permettre de pouvoir défendre leurs droits, et ensuite que l'État de droit s'affirme vis-à-vis de celles et ceux qui pourront bénéficier du droit d'asile ou pas. Mais tant qu'on est sur le territoire, dans la patrie des droits de l'homme, et à Paris, qui plus est la ville lumière, eh bien, on doit assumer cette dignité vis-à-vis des personnes. Alors, sur le vœu qui est proposé, alors, la deuxième version est quand même un peu mieux que la première. Je dois le dire, parce que la première, elle était quand même très agressive, pour moi en tout cas, puisqu'elle comparait quand même le gouvernement à la politique du Front National. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Je le dis, le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, sont des républicains. Et ce sont des hommes qui ont combattu le Front National, et c'est même le président de la République qui a battu Mme Le Pen, et heureusement qu'on l'avait. Donc je crois qu'il faut aussi sortir des caricatures. En revanche, il y a des questions qui sont posées par ce vœu, qui sont des questions très importantes. Il y a des principes intéressants qui sont aussi portés. Il y a des politiques qui sont souhaitées et que j'ai d'ailleurs soutenues. Je l'ai dit tout à l'heure sur la question des centres humanitaires, et que la ville de Paris a apporté. Elle avait raison de le faire. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on ait un débat national qui soit un débat serein, où on écoute les points de vue des uns et des autres, mais qu'il n'y ait pas de tentation de vouloir dire que d'un côté, il y aurait les bons, ceux qui voudraient peut-être faire plus encore bénéficier du droit d'asile de personnes, et ceux qui seraient méchants parce qu'ils auraient une politique un peu différente ou différente sur ce sujet-là. Donc moi, je ne voterai pas ce vœu. Je ne m'opposerai pas de manière frontale à ce vœu d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que je pourrais reprendre. Et donc je pense qu'une abstention personnelle est tout à fait possible de la deuxième version, parce que la première, j'aurais voté contre la version, parce que les considérants sur le Front National, les deux considérants sur le Front National n'étaient pas acceptables. Voilà, de manière la plus ramassée possible, ce que je peux dire sur une question qui est une question qui va nous préoccuper encore très longtemps, parce qu'il faut avoir le courage et la lucidité aussi de dire à nos concitoyens que la question des migrations de mots est une question du XXIe siècle, et que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui et dans les mois qui viennent. C'est une question de long terme qui mérite aussi des actions publiques durables. C'est pour ça qu'il faut un débat serein. Merci Pierre-Yves Bournazel. Je vais laisser la parole à Madame Méal, puis à Monsieur Briand, puis à Loïc Lorenzini. Je crois qu'il faut poser aussi le débat dans les termes concrets. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut travailler sur la lutte contre les filières, sur le développement dans les pays sources, sur évidemment le combat absolu qui doit être mené contre la question des passeurs. Et y compris, je suis bien sûr, comme républicain, conscient de la légitimité qu'a le gouvernement à faire ses choix en matière de politique d'asile, qui a le droit de rester, qui n'a pas le droit de rester. Mais il faut être aussi un tout petit peu, pour reprendre l'expression de ma collègue Florence Berthoud, avec qui j'ai passé beaucoup de temps sur les questions de propreté, il faut être un tout petit peu pratico-pratique. La réalité, c'est qu'aucune politique ne peut être déployée si l'on oublie qu'il y a dans la question de l'accueil deux moments. Et le premier de ces moments, que moi j'appelle le primo-accueil, le premier accueil, appelez-le comme vous voulez, il consiste à faire en sorte de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire les gens qui sont là, de les sortir de la rue, pour eux et pour éviter les campements, et ensuite, toujours loisible à chacun d'avoir des avis différents. Moi, je suis pour le respect de la loi, et puis je suis pour des lois équilibrées et respectueuses des principes que nous portons. Le vœu tel qu'il est reformulé, on peut avoir des divergences, mais il vise ce premier temps. Tout le reste est une question hyper importante, portée d'ailleurs à l'Assemblée nationale, notamment par quelqu'un qui était sur ma liste aux élections municipales, et qui fait Aurélien Taché, qui fait un certain nombre, il était sur ma liste en 2014, ici dans le 18e, et il fait un certain nombre de propositions qui ont du sens sur la question de l'intégration, sur la question de l'apprentissage du français. Mais tout ça n'a aucun sens si l'on
ne pense pas ce premier temps. Et c'est de ce premier temps qu'il s'agit maintenant. Et c'est pour ça que, au-delà de tous les débats légitimes, il faut parler clairement sur ce premier accueil. Et de mon point de vue, les choses sont claires. L'universalité de ce premier accueil est une condition de la réussite de n'importe quelle politique publique en la matière. Mais j'ai, moi aussi, été beaucoup trop long. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Madame Méal. Allez-y. Pardon, j'ai fait une erreur parce que je suis allé un peu vite en besogne. Dans le vœu, je pensais qu'il y avait eu beaucoup plus de rectificatifs et notamment, je pensais qu'avait été aussi enlevé, mais je vois que non. Il y a les 2 considérants sur le Front National qui ont été enlevés, mais il a été maintenu les valeurs inaliénables de la République qui portent atteinte. Donc je ne peux pas m'abstenir, je voterai contre parce qu'on peut être contre la circulaire, je l'admets tout à fait, mais on ne peut pas dire que ça porte atteinte aux valeurs inaliénables de la République. Ce qui nous rassemble et ce qui nous réunit est quand même beaucoup plus fort, je crois, que cela. Donc, pardon, je croyais que le groupe communiste et Front de gauche allaient plus loin dans sa correction de son premier vœu. Donc, je suis désolé, même si je partage un certain nombre de points, notamment la nécessité d'accueil, la nécessité des réponses plus rapides, les droits fondamentaux rappelés par le défenseur des droits notamment, je ne peux pas cautionner cette partie-là sur le gouvernement qui serait défenseur d'une circulaire qui serait contraire aux valeurs inaliénables de la République française. Mais vous parlez de la partie qui est entre guillemets, et qui est dans la bouche de Louis Gallois, pas celle du conseil d'arrondissement, c'est ça? Alors attendez, Madame Méal, et puis on va regarder de près ce que vous dites. Madame Méal. Évidemment, vous l'avez compris, les propos doivent être extrêmement pesés et qu'en l'occurrence, sur cette question extrêmement sensible, puisque le rappelait Pierre-Yves Bournazel, il s'agit d'humanité, il ne s'agit pas simplement de bras qui arrivent pour travailler, il s'agit d'hommes et de femmes et d'enfants. Et donc, en l'occurrence, je crois que la démagogie, la caricature ne peut pas prévaloir sur ces sujets. Et c'est pour ça, c'est un propos que j'ai toujours défendu dans toutes les enceintes où j'ai pu intervenir. Je remercie Éric Lejoindre de dire combien la question est complexe, combien il faut avoir un jugement équilibré et combien cette circulaire tant décriée s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large. Je reviendrai tout à l'heure sur la circulaire. Le vœu tel qu'il a été présenté dans sa première mouture m'a extrêmement choquée. Je ne me suis pas reconnue dans les termes, puisqu'il était mis en évidence une accusation extrêmement forte contre le gouvernement, et notamment avec des raccourcis extrêmement préjudiciables, et mettant en cause même l'engagement, je dirais même l'honneur de personnes telles que Emmanuel Macron, Édouard Philippe et aussi le ministre M. Colombe, qui sont des républicains. Qui sont républicains face à une question qui est fondamentale. Et c'est une descendante de l'immigration qui vous en parle. C'est une héritière de cette immigration qui est arrivée dans les années 50. De quoi parle-t-on? De ceux qui, aujourd'hui, demandent l'asile. Et c'est un droit inaliénable. Malheureusement, cette question, cette politique n'a jamais eu le courage de ses ambitions, qui fait que des demandeurs d'asile, victimes de violences, victimes de dictatures, que nous avons parfois nous-mêmes portées, eh bien, elles ne peuvent pas accéder à leurs droits parce que le dispositif est complètement embolisé, puisque les délais d'attente sont extrêmement longs et que parfois des enfants naissent et qui ne sont ni intégrables ni expulsables. Et donc, il fallait résoudre ce problème. La Convention de Genève nous indique et nous conjure de faire en sorte de rester ce pays des droits de l'homme. Comment rester dans ce pays des droits de l'homme quand les délais sont si longs? Aujourd'hui, le gouvernement veut entamer la réforme du droit d'asile. La réforme du droit d'asile, c'est bien évidemment arriver à des délais qui soient acceptables pour que le flou, finalement cette difficulté majeure qu'ont les demandeurs d'asile de ne pas savoir s'ils peuvent rester dans ce pays. Et donc, pour cela, le gouvernement, il faut le dire parce qu'il y a des choses qui sont quand même positives, a créé énormément, beaucoup plus que n'auraient fait certains, en fonction, en effet,
comment dirais-je, de centres qui ont été créés, qui sont très importants, puisque le renforcement budgétaire pour l'asile a été augmenté de 26% dans le projet de loi de finances en 2018. 7 500 places prévues en 2018 supplémentaires, ainsi que 5 000 nouvelles places dans les centres provisoires d'hébergement. Donc on ne peut pas dire que l'on ne fait rien. Quantitativement, c'est une mesure qui est courageuse parce qu'on s'attaque véritablement à la réforme. C'est une réforme qui est juste puisqu'en fait, on a protégé le droit d'asile qui est complètement dévoyé, je le redis, embolisé. Et en même temps, c'est une question, un sujet où il faut parler d'équilibre puisqu'il faut à la fois parler du traitement, mais aussi de la fermeté, puisqu'en effet, vous savez bien que le soubassement de l'immigration aujourd'hui clandestine est porté par les trafics de tout genre. J'y reviendrai pas, ça a été évoqué. Alors, évidemment, vous me dites, et je suis d'accord avec Éric, les gens rentrent. Très bien. L'inconditionnalité n'est pas remise en cause. Je le dis parce que beaucoup de choses ont été dites pendant la période hivernale. Les gens rentrent dans ces... mais alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Si nous voulons résoudre leurs problèmes, il faut bien qu'à un moment, nous puissions en effet avoir un accueil personnalisé, adapté aux situations, pour que les réfugiés puissent prendre de véritables logements, pour que les demandeurs d'asile soient orientés vers des véritables structures, pas simplement à Paris, mais dans toute la France. Et pour cela, il faut nommer, il faut gérer administrativement. Sinon, comment faire? On avance les yeux fermés et on continue à faire en sorte qu'en effet, le droit d'asile ne soit jamais réformé. Et donc, moi, je soutiens. Autant il y a des choses sur lesquelles j'ai été extrêmement circonspecte, mais autant je soutiens en effet qu'il faut absolument, parce que ce qui est dit en effet, que les équipes mobiles qui interviendront dans les centres d'hébergement n'ont pas de pouvoir coercitif, elles n'ont pas le droit d'interpeller, ça n'a jamais été dit dans la circulaire, comme il n'a jamais été dit que ce sont les associations qui doivent mener ces examens de situation. Il y a des personnes compétentes pour le faire. Il faut qu'elles le fassent si vous voulez résoudre le problème des demandeurs d'asile. Alors, évidemment, la question est posée. Il y a évidemment peut-être des réflexions, des inflexions à faire. Un groupe de travail a été créé le 21 décembre qui va permettre d'accompagner cette question. Mais moi, je suis tout à fait frappée par la volonté de certains, souvent très engagés dans les terrains associatifs, qui veulent le bien de ces immigrants, qui veulent le bien de ces réfugiés, mais en même temps qui ne veulent pas se donner les moyens de les nommer, de les identifier, comme vous allez le faire, comme vous nous proposez de le faire pour tous les exclus aujourd'hui avec la maraude qui aura lieu au mois de février. Donc, oui, nous pouvons améliorer le dispositif, mais la politique d'asile doit être résolue, les délais doivent être raccourcis. Après, il y a une autre question qui est posée, et c'est la question que tout le monde se pose. C'est les autres, ceux qui viennent parce qu'ils ont faim, parce qu'il y a la sécheresse, parce que ce sont des réfugiés climatiques. Je faisais partie de cela. Eh bien, aujourd'hui, peut-on les accueillir dignement, sans s'inquiéter de savoir s'ils pourront être intégrés? Comment accueillir ces personnes qui fuient la misère, la pauvreté, la sécheresse, quand dans nos quartiers, parfois, il y a 40% du taux de chômage? C'est une question que nous avons à prendre en responsabilité. Ce n'est pas une question qu'on peut balayer à la légère. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la France peut accueillir dignement ceux pour lesquels, en effet, il y a la possibilité. Parce que c'est trop facile de dire « entrez tous » et de fermer les yeux quand ils n'ont pas de logement, quand ils n'ont pas de scolarisation, quand ils n'ont pas de... Et donc, je pense que la politique d'immigration, elle doit être pesée à l'aune du droit d'asile, de l'immigration et surtout de l'intégration. C'est pour ça que sur la circulaire, moi j'avais aussi des questionnements pour lesquels il y a eu des réponses. Et donc, il y a un comité de suivi qui s'est mis en place
avec les associations. Près de 40 associations ont été consultées, plus de 100 parlementaires ont été sur le terrain, des gens de terrain qui sont venus, et pas simplement des gens proches de la majorité, pour dire leur conception et puis surtout la capacité qu'ils auront à résoudre ce problème, parce que ce problème, il n'est pas derrière, il n'est pas maintenant, il est devant nous. Et donc, pour toutes ces raisons, de façon assez solennelle, je m'exprime en mon nom, et je crois m'exprimer au nom de mon groupe. Je ne peux pas voter ce vœu dans sa première version comme dans sa deuxième version, parce que je crois aujourd'hui que tout ce qui est avancé, les critiques qui sont faites, certaines peuvent être prises en compte, mais sur la réalité de l'inconditionnalité sur laquelle repose la critique, je ne peux pas y souscrire. C'est pour ça que je ne voterai pas ce vœu en conscience. Merci. On est sur un débat qui forcément passionne tous les Français et qui passionne aussi bien sûr les élus du 18e que nous sommes. Moi je suis pour la passion, mais je suis aussi pour la raison. Et je crois que sur un sujet aussi important pour nous territorialement et pour les Français en général, l'essentiel c'est de savoir de quoi on parle. Et le pays a été confronté à cet accroissement de la nécessité d'accueillir ces dernières années, mais sur une réalité qui préexistait. Moi, je veux redonner, juste pour la clarté du débat, quelques éléments, d'abord sur la question de l'hébergement d'urgence. Nous recevions à la mairie du 18e, avec Gérald, le Noël du SAMU social ici, il y a dans l'hébergement d'urgence à Paris, géré par le SAMU social, dans les hôtels sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont, à ma connaissance, visés notamment par la circulaire signée par le ministre de l'Intérieur, 36 000 personnes. Sur ces 36 000 personnes, il y a 16 000 enfants. 16 000 enfants. Ils ne viennent pas d'arriver. Ils sont là depuis un certain temps. Et il y a donc plus de 10 000 femmes qui accompagnent ces enfants. Et donc la réalité de l'hébergement d'urgence, elle préexiste à la crise migratoire que nous connaissons. Et elle doit inciter le pouvoir exécutif, ceux que j'ai soutenus, ceux que je n'ai pas soutenus préalablement, ceux d'aujourd'hui, à avoir une vision ouverte de cette question. Quelle a été la bonne politique ? La seule bonne politique ces dernières années, c'est celle qui a été menée par le gouvernement de Lionel Jospin, en l'occurrence, qui a visé, c'est vrai, et il l'a assumé, à régulariser de très nombreuses personnes qui aujourd'hui sont dans l'hébergement d'urgence et qui sont dans cette situation absurde qui est de constater qu'ils ne peuvent pas être encore régularisés parce qu'ils sont là depuis 2 ans, depuis 3 ans, et donc ils ne peuvent pas encore être régularisés, mais qui ne sont évidemment pas expulsables. Et j'imagine que personne ici autour de la table n'envisage que nous proposions l'expulsion d'enfants scolarisés dans les écoles du 18e avec leur papa ou leur maman qui, pour beaucoup d'ailleurs, travaillent illégalement puisqu'ils ne sont pas régularisables, mais qui travaillent. Et c'est là un vrai frein à l'intégration telle que l'évoquait Madame Méal. Tout autre est la question de la crise migratoire que nous connaissons aujourd'hui. Et moi, je veux rappeler, là encore, quelques éléments concrets. Une demande d'asile, il y a quelques années, c'était 2 ans. Aujourd'hui, c'est 9 mois. Est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Sûrement. Et si le gouvernement s'y engage, je crois que personne ici ne sera opposé à ce que nous arrivions à donner plus vite la réponse aux migrants. Est-ce qu'ils peuvent rester ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas rester ? S'ils ne peuvent pas rester, dans quelles conditions peuvent-ils être reconduits ? Mais encore une fois, de quoi parlons-on ? On parle de la période qui précède cet examen, avant cet examen. Et avant cet examen, ça ne peut pas être à la rue. Avant cet examen, qu'il dure 9 mois, qu'il dure 6 mois, qu'il dure 3 mois, qu'il dure 1 mois, ça ne peut pas, et ça ne sera de toute façon pas à la rue. Parce qu'aucune démarche administrative ne peut être faite tant que les gens sont à la rue. Même si c'est pour les renvoyer en respectant à la lettre le règlement de Dublin, ça ne se fera pas à la rue. Et on ne peut pas demander aux acteurs du champ associatif de faire le rôle de l'État. Et donc on ne peut pas demander aux acteurs du champ associatif de sortir de leur rôle et d'être des opérateurs. Ils sont des opérateurs de l'État, puisque c'est l'État qui paye l'hébergement d'urgence. Mais ils ne peuvent pas être des opérateurs des démarches administratives, et ça ne peut pas se faire chez eux, parce que sinon, ils n'iront pas. Et s'ils ne vont pas, ce sont les campements. Tout le reste, c'est hyper important. Et il y aura plein de choses à dire.
Mais il y a la situation de Saint-Bernard, pour parler du 18e, qui réexiste encore, et c'est une chose, et il y a la crise migratoire, qui en est une autre. Et de toute façon, que l'on parle de l'un ou qu'on parle de l'autre, et les deux ne sont pas pareils, on ne peut pas imaginer qu'une quelconque solution soit trouvée, quelconque, et quoi qu'on puisse espérer pour le parcours de ces personnes, commence en laissant les gens plus longtemps à la rue. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour les riverains. Et je crois, moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on regarde les questions de rédaction pour améliorer encore les choses. Mais je crois que si le message qui doit passer d'ici, c'est qu'on ne fait pas ces choses à la rue. Et je pense que pour le coup, il nous réunit, mais on a encore à la vérifier. Gérald Briand. Oui, je suis toujours content et particulièrement content que ce soir que ce débat soit filmé, parce que l'intervention que j'ai entendue de Mme Méal, les bras m'en tombent. Un tissu de contre-vérité, de faux procès d'intention. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder ce que vous avez dit là, devant une vidéo, et juste de regarder et d'écouter ce que vous avez dit. Parce que franchement, là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et en plus, c'est choquant. Parce que en essayant de s'habiller avec les costumes, de dire « moi j'ai tout compris, etc. Donc je sais comment il faut faire », excusez-nous, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, on est sur un vœu qui dit est-ce qu'on accepte ou non la circulaire. S'il y a des... Monsieur le maire vient de tendre la main, moi j'ai pas de problème. Hein. Si la question sur la République et les valeurs inaliénables de la République, etc., ben oui, mais ça c'est choquant, on peut enlever ce considérant, j'ai aucun souci là-dessus, moi. Ça ne me pose aucun problème. Ce que je veux, c'est qu'on ait un vrai débat sur, et Éric Lejoine l'a très bien dit, sur est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre. Après, on peut toujours s'abstenir, mais ça, après, c'est... Le député peut s'abstenir. Ça augure bien du débat sur ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Et aujourd'hui, je vous le dis, après, prenez comme vous voulez, si c'est pas une expertise de un mandat et demi sur les affaires sociales et sur la lutte contre l'exclusion, on va dégrader le processus. C'est ça qu'on va faire. On va dégrader le processus. On va mettre en difficulté toutes les associations. Ce que vous avez vu, l'union des associations, et il y a des débats, hein, parce qu'entre le GISTI, la CIMAD, Emmaüs, etc., qui sont capables de s'unir pour dire « nous, on pratique ça au quotidien », et on vous dit que ça va poser un énorme problème. Excusez-nous, mais il faut l'entendre, ça. Il faut l'entendre, parce que ces associations-là, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, qui découvrent, elles sont sur le terrain tous les jours. Et elles se prennent les questions. Et je peux vous dire que c'est difficile, et les contradictions sont immenses. Mais elles se le prennent, et elles travaillent. Elles disent ça. Elles vont attaquer devant le Conseil d'État. On va voir ce que le Conseil d'État va dire, d'ailleurs, parce que ça va être intéressant. Mais aujourd'hui, nous, ça nous met dans d'énormes difficultés. Ce qu'on dit, ce qu'il faut entendre, c'est que on travaille avec beaucoup de gens, des collectifs, parce qu'il y a des associations, mais aussi des collectifs, il y a aussi des individus, et c'est très compliqué. Spontanément, ils ne nous font pas confiance. Ils ne font pas confiance au pouvoir public, parce qu'en fait, c'est tout mélangé, ça, droite-gauche, voilà, ça n'existe pas. Voilà, il y a un pouvoir, et il y a nous qui aidons à la solidarité au quotidien. Et ils ont l'impression de ne pas être compris, qu'on fait mal notre travail. Et ils confondent tout, hein, État, ville, pour eux, c'est la même chose. Sauf qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, mais surtout, n'allez pas dans les centres. N'allez pas dans les centres. Et il y a des gens déjà, parce que quand on a voulu installer le centre humanitaire de Porte de la Chapelle, contre quoi on s'est battu d'abord? Sur tout un réseau. Il n'y avait pas que l'ultra-gauche, il y avait tout un tas de gens qui disaient « N'allez pas dans le centre de Hidalgo, etc. » avec les jolis mots qui étaient faits autour sur le centre de rétention de Madame Hidalgo. J'ai tout entendu, tout entendu là-dessus. N'y allez pas, n'y allez pas. Et il y avait et des migrants qui rencontraient ça, des soutiens qui leur donnaient à manger. Mais ils écoutaient, ils disaient « Bah oui, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. C'est dangereux. » Alors maintenant, si on se retrouve en plus avec le bouche à oreille qui va faire qu'aujourd'hui, on va leur dire « Mais attendez, mais si vous allez au centre, ça va être directement le CRA, le centre de rétention administrative. » Mais c'est une folie. Et c'est là-dessus qu'il faut se prononcer et pas essayer de biaiser là et de jouer les anguilles. Est-ce qu'on est pour aujourd'hui le tri ou non?
Si vous avez des problèmes de considérants, moi, j'ai pas de souci. Est-ce que vous êtes pour ou contre le tri? Eh bien, la circulaire Colombe, elle organise ce tri. Elle organise ce tri. Donc, je veux juste dire quand même quelque chose, parce que si on a un peu de recul sur les politiques migratoires, et notamment le droit d'asile, et cette circulaire, parce qu'ils n'ont pas inventé la Lune quand même, hein. Colombe, en l'occurrence, le ministre de l'Intérieur n'a pas inventé la Lune. Ça a déjà été proposé, ça a déjà été testé, à l'époque Pasqua, etc. Ça a été refusé par l'opinion publique, comme trop à droite. C'est un débat passionnant et passionné, c'est très bien. Donc j'ai entendu notamment la capacité d'évoluer sur un certain nombre de formulations qui posent question. Moi, je ne m'exprime pas dans les mêmes termes que Gérald, mais je crois que la question, elle est posée telle qu'il le fait. De quoi s'agit-il là ? Il ne s'agit pas de parler de la politique d'intégration. On ne serait d'ailleurs peut-être pas tous d'accord autour de la table. Il ne s'agit même pas de parler de la légitimité qui est celle du gouvernement, et on peut avoir après son avis sur le fait de savoir ce qu'il doit advenir de ceux qui viennent sur notre territoire, et peut-être qu'on ne serait pas tous d'accord autour de la table. Il s'agit de savoir comment, dans la réalité qu'on vit, on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de campements dans nos rues. Et donc, comment on fait pour faire en sorte que les personnes à qui l'on s'adresse rentrent dans les dispositifs. Encore une fois, après, je sais et je connais suffisamment ce conseil d'arrondissement pour en voir l'ensemble des nuances dans la majorité, dans l'opposition entre l'un et l'autre, et y compris, Pierre-Yves Bournazel l'a dit, notamment sur la question du centre humanitaire. Il y a eu des positions des élus du 18e qui ont divergé de positions des élus de leur groupe politique au Conseil de Paris, et des élus du 18e qui ont contribué à entraîner leur groupe au Conseil de Paris à participer à cette aventure du 18e qui était le centre humanitaire, qui reposait sur cette inconditionnalité. S'il n'y avait pas eu l'inconditionnalité, ce n'est pas 10 personnes qu'on aurait eu tout au long du mois de février dans les rues à Pajol ou à un département ou à Jacques-Cablé. C'est beaucoup plus. Et la crainte que nous avons ici et que nous exprimons collectivement, en tout cas pour ce qui est de cette majorité, elle est là. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que... peut-être. Mais en réalité, ça fait quand même plusieurs années que nous, ici sur le terrain, pas dans les grands débats, hein, nous ici sur le terrain, nous constatons les choses. Et donc, il est possible aussi que nous ne nous trompions pas. Et il ne serait pas totalement absurde que le pouvoir exécutif puisse entendre les messages qui viennent de ceux... Alors, on a pu le dire dans les médias. Moi, j'ai été interrogé un peu. Je me suis exprimé un peu là-dessus, d'ailleurs avec des responsables associatifs. On peut le dire aussi au sein d'un conseil. Et encore une fois, le texte qu'il vous est proposé de voter, ce n'est que ce texte. Je connais tous les contextes. Et j'en ai conscience. Et je sais à quel point il est difficile de dépasser les contextes quand on fait de la politique. Mais là, l'enjeu, pour le 18e, et pour les migrants, pour les riverains, pour la qualité de l'accueil, et encore une fois, regardons les rédactions s'il le faut, il est de savoir si nous pensons qu'on peut se passer de cette inconditionnalité de l'accueil, au moins dans un premier temps, pour les migrants. Et moi, je vous le dis, je me trompe peut-être, et peut-être que la réalité me démentira dans les mois qui viennent, mais ça fait suffisamment longtemps que nous sommes confrontés à la réalité de cette situation pour considérer que notre parole a un tout petit peu de poids. Un tout petit peu de poids. Et d'ailleurs, quand nous avons accueilli le secrétaire d'État de Normandie et le ministre Mézard au centre de premier accueil de la Chapelle, je vous le dis très honnêtement, je ne pensais pas que la suite allait s'écrire comme elle s'est écrite. Parce que ce n'est pas ce message-là qui nous avait été passé par les autorités de l'État qu'ils sont. Ce n'est pas ça qui nous avait été dit. Et indépendamment de ce qu'on peut penser les uns et les autres, regardons la réalité de notre territoire. Et c'est à partir de cette réalité de notre territoire qu'il faut qu'on travaille. Et moi, je vous le dis, le risque qui est pris, peut-être que je me trompe, mais le risque qui est pris, non pas avec toute cette circulaire, et le vœu a été réécrit pour le notifier, enfin, a été amendé pour le notifier, pas toute cette circulaire, mais avec ce point central de cette circulaire qui consiste à imaginer qu'à l'intérieur des lieux d'hébergement d'urgence, sous la direction des associations, donc, on puisse aller chercher des informations qu'on n'a pas à y chercher,
risque d'avoir les conséquences que nous avons décrites, et à ce moment-là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer, et les habitants du 18e avec nous. Et donc, j'invite chacun à prendre ce texte pour ce qu'il est. Et encore une fois, s'il y a des bouts de phrases qu'il faut changer, modifions-les, et sinon on le votera, moi je n'ai pas de problème. Mais nous, on est très ouverts à toutes les questions de rédaction, mais il y a ce sujet central, et ce n'est pas un sujet idéologique. C'est un sujet idéologique, mais c'est aussi un sujet de contact avec ce territoire dans lequel on vit, et certains d'entre nous à proximité absolue de là où tout ça s'est passé. Et on se rappelle, et moi je sais quel est, non pas le traumatisme, le mot est un peu fort, mais en tout cas l'impact persistant sur les territoires des campements que nous avons connus. Et moi je vous le dis, je ne suis pas prêt à revivre 2 années de campement dans le 18e, même si ce n'est pas à La Chapelle, même si c'est à la porte des Poissonniers, même si c'est à la porte de Clignancourt, même si c'est entre les deux où, paraît-il, il y aurait moins d'habitants. Parce que je sais ce que ça fait à ces quartiers et ce que ça fait durablement. On a parlé du commerce, la mutation commerciale du sud de La Chapelle. Et donc, je vous le dis, on est là face à une vraie difficulté. Bien sûr, ce n'est pas une circulaire qui réglera tout ça ou qui empêchera de régler tout ça. Mais c'est un des éléments sur lesquels on a la nécessité d'être cohérent avec ce qu'on fait et qu'on a la nécessité de voir la situation telle qu'elle est et les risques tels qu'ils sont. Et moi, je crois qu'on a là... C'est pas moi qui ai proposé ce vœu. Le dialogue avec l'exécutif, on l'a en bilatéral au quotidien, avec le préfet de région, avec le préfet de police, avec les cabinets ministériels. Mais il y a un texte, il a été présenté, donc il existe. Et donc c'est sur ce texte-là qu'on doit être amené à dire aux habitants du 18e quelle est notre appréciation de la situation politique en général, peu importe, en tout cas celle du 18e. Mais j'ai dit qu'il ne fallait pas être ni trop long, ni trop sentimental là-dessus, et je le suis moi-même, donc je m'en excuse, et je laisse la parole tout de suite à Loïc Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Les élus du groupe EELV soutiennent et voteront ce vœu, car à bien des dispositions, cette circulaire nous semble honteuse. Ça a été rappelé notamment par les mots de Gérald Briand. Comment peut-on organiser le tri? Comment peut-on stigmatiser des personnes dont le délit serait d'avoir quitté leur pays avec l'espoir de construire une vie meilleure et de vouloir peut-être offrir un avenir meilleur à ses enfants? Alors, on le sait tous ici, la France ne serait pas ce qu'elle est si les autorités avaient fait le tri entre les migrants. Mais quel sinistre message nous envoyons là à ces personnes, mais également à nos propres enfants? Car rien n'empêchera les prochaines vagues d'immigration, ça a été aussi rappelé. On le sait que c'est un enjeu, et ce sont ni des circulaires ou des murs qui limiteront les vagues, les prochaines migrations. Le courage en politique, ce n'est pas céder aux peurs, ce n'est pas de déshabiller Jacques pour habiller Pierre, ce n'est pas d'aider une partie des réfugiés ou des migrants en précarisant une autre partie. C'est pas ça. Les solutions doivent être porteuses d'espoir et d'humanité. Et là, ce n'est pas le cas, car comme ça a été rappelé, effectivement, en attendant, les réfugiés, les migrants, les réfugiés sont encore en trop grand nombre dans la rue, et c'est de lieux et de repas dont ils ont besoin. À ce titre, je voudrais simplement rappeler en conclusion, je voudrais rendre hommage ici à tous les citoyens qui spontanément aujourd'hui font tant pour éviter des drames, que ce soit sur la mer ou que ce soit actuellement dans les Alpes entre la France et l'Italie, pour éviter que peut-être qu'à la fonte des neiges nous ayons des morts sur nos consciences. Je vous remercie. Merci. Donc je pense qu'il y a eu un débat où chacun a pu s'exprimer. Il y a eu la proposition de Gérald Briand que nous puissions retirer une expression qui semble un peu trop forte suite à l'expression de Pierre-Yves Bournazel. Je la recherche, mais... Non. Donc dans le premier tiret de l'interpellation qui est celle de la ville, si ça amenait les uns et les autres à être plus à l'aise, je serais tout à fait prêt à faire la proposition que nous retirions cette expression, que je ne renie pas, mais qui peut-être est un peu forte, et je pense que le message collectif qu'on pourrait porter serait plus important. Donc voilà la proposition supplémentaire suite à l'intervention de Gérald, qui je pense ne pose pas de difficulté aux autres composantes. C'est compliqué de gérer une majorité, aux
autres, on fait ce qu'on peut. C'est pour ça qu'il faut regarder les textes, hein, parce que les contextes, ça complique tout. Mais il faut regarder les textes précisément, parce que moi, je me sens engagé par ce qui est écrit, pas parce que chacun individuellement a pu par ailleurs dire. Mais ce que j'ai dit moi-même m'engage. Donc, avec cette modification, je vais mettre aux voix le vœu tel qu'il a été fait, tel que nous en avons débattu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.